d'une personne à l'autre, mais aussi d'une notion à l'autre de la personne pour tenter d'arriver à une acception telle qu'on puisse effectivement accéder d'une personne à l'autre. Car cette notion de personne, je m'en tiens à l'Occident, est fluctuante. La différence est grande entre le personnalisme qui entend fonder les droits de l'homme sur une métaphysique, une éthique de la personne, et la conclusion de Hegel sur l'état de droit, qui est celle-ci, désigner un individu comme personne est l'expression du mépris. La notion de personne varie entre deux extrêmes que peuvent non seulement symboliser, mais même signifier deux mots. L'un latin, persona, l'autre grec, prosopon. Persona, on l'a dit, mot d'origine étrusque, désigne le masque de théâtre. Mais il désigne aussi les imaginaires, les images des ancêtres, moulées sur leur face après leur mort et qui sont déposées dans les ailes du hall de la maison de famille, patriarcale naturellement. C'est de l'un de ses ancêtres que l'enfant hérite son prénom. Ces ancêtres sont parfois désignés par leur numéro d'ordre, primus, premier, deuxième, troisième, cinquième, etc., qui deviennent les prénoms, les prénominats des enfants qui vont hériter. C'est-à-dire qu'ils s'appelleront primus, secundus, quintus, octavus, decimus, etc. Et ce prénom va leur conférer une individualité au sein de la vie. Il est donc lié au masque de l'ancêtre. Or, l'usage des masques est caractéristique de l'Étrurie, bien plus que de tout le reste de l'Italie. Seulement à Rome, la notion de persona a pris un sens qui est en grande partie resté le même. L'usage des masques dans toutes les sociétés claniques a le même sens. Chacun représente un personnage noté d'un rôle et d'un nom. Mais tous sont les intégrants du clan, de la conscience que le clan prend de soi dans un rituel, voire dans des cérémonies beaucoup plus exotériques. Le clan est en quelque sorte l'unité nombrante dont les personnes, les porteurs du masque, constituent une pluralité nombrée. Marcel Mauss, qui a consacré un article, une conférence, un article à la notion de personne, paru dans Ethnologie et Sociologie, dit: dans chaque clan existe un nombre déterminé de prénoms. Le rôle que chacun prend dans la figuration est exprimé par ce nom. Le clan est conçu comme constitué par un certain nombre de personnages, et le rôle de ces personnages sont de figurer chacun par sa position, la totalité préfigurée du clan. Au rite secret ou aux démonstrations publiques, constituées notamment par des danses de masques, ou le nom local qui désigne le masque
comporte aussi bien le masque facial que la robe ou la jupe de fille, participent les esprits représentés par leurs ayants droit sur terre. Ces vies individuelles motrices, écrit Mauss, assurent non seulement la vie des choses et des dieux, mais la propriété des choses. Elles assurent aux hommes non seulement une vie ici et au-delà, mais encore la renaissance des individus, à savoir les seuls héritiers des porteurs de leur prénom. Il y a en somme insertion de l'individu dans le plan, mais il est individualisé par un rôle spécifique, mais toujours intégré à la conscience globale indivise du plan. Ceci se rencontre aussi bien en Amérique qu'en Australie qu'en Afrique. Il arrive d'ailleurs qu'un individu, comme par exemple chez les Quaku, qui sont les Indiens du nord-ouest de l'Amérique, ait deux noms. Un nom profane l'été, un nom sacré l'hiver. Et on le voit très bien dans le masque du rituel d'hiver, qui à l'extérieur présente un corbeau et qui, en s'ouvrant en quatre parties, devient la représentation du soleil. Alors, chaque clan a donc deux séries de noms, de ses prénoms, dont l'un est courant, dont l'autre est secret. Et le prénom de l'individu change selon son âge et selon la fonction de son âge. Ce qui est en jeu dans toutes ces cérémonies, et en particulier dans celle bien analysée par Mauss, le potlatch, c'est que ce n'est pas seulement le prestige du chef, ni le prestige du clan, mais ce sont en quelque sorte l'existence à la fois de ceux-ci et des ancêtres qui se réincarnent dans ces ayants droit et qui revivent, disons, sur terre, dans la figure du porteur, dans la figure du masque dont un homme attitré est le porteur et attitré par son prénom. Or, la perpétuité des choses et des arts ne s'entretient que de la perpétuité de ces rites qui mettent directement en cause les ancêtres, les noms et le tout représenté par le masque et constituant des personnes. Celles-ci n'agissent qu'escalité et elles sont responsables du clan, de la famille, de la tribu. Et il arrive que dans les échanges du potlatch, il y a quelqu'un perd à la fois, disons, son nom, ses ancêtres, sa personne. Et c'est la règle dans la guerre où celui qui est tué a perdu, disons, tous ces titres qui constituaient sa personne, qui passent au vainqueur, y compris ses ancêtres et l'homme. Il y a eu à Rome, effectivement, au moins une confrérie de ce genre, la confrérie des loups du Sora, qui marque bien qu'il y a continuité, disons, on pourrait dire, dans cette période clanique néolithique. Mais à Rome, dans la famille patricienne de la gens, chacun est investi, donc, je dis, de ce prénom particulier. Et on peut dire que la figure ancestrale, pour employer une expression d'Aristote, est la forme qui individualise le vivant comme agent et comme patient. Dans ce rôle distinctif, il est l'une des dramatismes personnels en qui se joue, disons, dans le temps du quotidien, le temps du mémorable,
c'est-à-dire le temps destinal de la famille et de la jeunesse. En chacun de ces rôles est impliquée la tournure d'ensemble de la communauté des jeunesse. Celle-ci est pour tous la substance éthique. Dans la phénoménologie de Hegel, un des moments décisifs de la transformation de l'esprit est le passage du monde éthique à l'état de Descartes. Le premier ayant son acmé dans la cité grecque, le second dans l'Empire romain, dans la cité grecque plutôt dans son ascendance, dans l'Empire romain plutôt dans sa décadence. La cité, dit Hegel, est la substance éthique dans laquelle, après les réformes de Christère et de Solon, se sont engloutis les pénates, et où tous les citoyens ont leur existence spirituelle effective. En elle, ils ont leurs valeurs, leurs principes et leurs fins, leur raison d'être objective. C'est en elle que leurs actes ont sens et fondement. L'esprit de la communauté ne doute pas de lui-même, car il est l'esprit vrai, c'est-à-dire qu'il n'est pas une idée abstraite ou un idéal subjectif sur lequel les citoyens se régleraient. Il est réalisé dans l'objectif. Son corps est un peuple, et dans chaque citoyen, il est son indivise conscience de soi, présent au moins dans la latence de la conscience de l'individu. Et dans chaque, qui devient par là personne. Et dans chaque citoyen, par conséquent, la cité est un véritable royaume des fins, mais des fins actualisées. Cela, cette transmission ne vaut pas simplement à propos de prénomen, mais aussi du cognomen. Ainsi, dans les tables claudiennes de Lyon, il est spécifié que les nouveaux sénateurs gaulois qui sont admis dans la curie sont autorisés à revendiquer leurs ancêtres et leurs cognomina, qu'on traduit par surnom, mais qui n'a rien du tout d'un sobriquet. Alors, vous voyez que on peut dire que ainsi constituée, la cité a en face d'elle, en face de sa communauté spirituelle, la communauté naturelle de la famille, dont la substance, je cite Hegel, est le sang universel qui circule à travers tous les membres du génos. Ce sang qu'on ne peut pas verser, même s'il a été versé par Oreste, tuant sa mère Clytemnestre, il ne peut pas être puni de mort par le sang, car on ne peut pas verser le sang du génos. C'est même la définition la plus précise de ce qu'est un génos. Mais, disons que l'objet de la famille n'est pas, en tant qu'elle est aussi une communauté spirituelle, n'est pas du tout, disons, l'unité civile, mais elle est la conservation de l'individu comme unité spirituelle. Tandis que du côté de la cité, on a un seul tout, du côté de la famille, on a à chaque fois un tout seul. Disons que dans les deux cas, il s'agit bien d'une élévation à la valeur universelle. Mais la seconde, celle de la famille, est paradoxale, car l'individu n'est reconnu comme tel, comme personne, que mort. En effet, tant qu'il est encore intégré au sang vivant, circulant dans le génos, il ne peut pas être séparé du sang. Mais Polynice mort, alors, risque de devenir sans destin. Voilà pourquoi Antigone accomplit sur son corps les rites de la sépulture. Autrement dit, on peut dire que la reconnaissance de ce singulier si appartient à la famille
mais ce singulier s'y est pris comme une essence individuelle soustraite à l'effectivité sensible, c'est-à-dire que cette action ne concerne pas le vivant, mais le mort. Remarquez que cela est perdurable. Je veux dire que bien souvent, l'individualité d'un membre de la famille, par exemple dans des familles qui ont gardé des traditions, disons, patriarcales, voire matriarcales, eh bien, on ressent l'individu dans l'instant de sa perte, ou immédiatement après sa perte. La loi de la famille et l'acception qu'elle fait de chaque individu singulier est une menace perpétuelle pour la communauté civile. Tandis que la communauté ne se donne sa substance, je cite Hegel, qu'en détruisant la béatitude familiale et en dissolvant la conscience de soi dans la conscience de soi universelle, elle se crée dans ce qu'elle réprime et qui lui est cependant essentiel dans la féminité en général, son ennemi interne. Mère ou sœur, la femme vrai dans le fils et dans le frère, non pas des figures interchangeables de la communauté politique, où tous comptent pour un, mais un être pour soi singulier, autonome. La féminité, dit Hegel, est l'éternelle ironie de la communauté. De la sagesse grave, de la maturité, qui, morte à la singularité, ne pense qu'à l'universel et ne se soucie que de lui. Elle fait un objet de raillerie pour la pétulance d'une jeunesse immature et un objet de mépris pour son enthousiasme. Vous en avez des échos contemporains dans le roman de Gombrowicz qui s'appelle La pornographie et qui est une sorte de célébration de l'immaturité. Cependant, ce personnage, disons, le principe civil, disons, serait, ce principe de la famille serait impuissant, puisqu'en se séparant de l'universel, il est le mal, est le néant par rapport à lui. Si, justement, la communauté civile n'était obligée de le reconnaître comme force du tout, comme force de la jeunesse, c'est-à-dire comme force de la virilité, qui encore sans maturité demeure au sein de la singularité. Aujourd'hui encore, vous pouvez faire la même constatation, disons, à propos, mettons, des grèves d'étudiants au lycéen. Je veux dire que, voyez, comme le pouvoir de la communauté ou de la société civile est comme retenu par le fait que dans cette jeunesse, elle a son avenir, sa seule force, par laquelle elle peut demeurer. Par rapport à l'esprit de la cité, que son universalité positive justifie d'être, l'individu n'est qu'une essence négative, mais dans la guerre, celle-ci se manifeste et s'élève comme l'élément conservateur du tout, et même sauveur. L'adolescent valeureux, les faibles, dit Hegel, dans lequel la féminité se complète, le principe réprimé de la corruption de la cité émerge maintenant à la lumière du jour, et il est ce qui compte. Dans la guerre, d'autre part, le combat entre les cités, dont chacune se définit par la négation de l'autre, dans ce combat, c'est la force de la nature et la contingence de la fortune qui décide de l'être là de chacune de ses essences éthiques et de sa nécessité spirituelle. Ce qui se trouve exposé dans le combat, c'est par conséquent, de toutes parts, l'esprit vivant de chaque peuple, l'essence spirituelle dont il est le réceptacle. Mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la force, c'est la chance. Et en se confiant à elle, elle s'est déjà perdue.
D'autre part, elle n'est plus l'universel incomparable, puisque l'esprit d'un peuple se pose dans la guerre comme l'abnégation non moins singulière d'un autre peuple singulier, avec cette seule exception qui apparaît de temps en temps de l'idée du peuple élu. Mais, d'une façon générale, reste vrai ce que ici dit Hegel. Comme s'engloutissaient les pénates dans l'esprit d'un peuple, s'engloutissent maintenant les esprits vivants des peuples, du point de vue de leur individualité, dans une communauté universelle, mais qui n'est plus celle d'un esprit, et dont la vitalité est celle de l'individu singulier comme singulier. La figure éthique de l'esprit a disparu et surgit une autre figure. C'en est fini de la vivante unité immédiate de l'individualité et de la substance, où l'esprit du monde éthique était véritablement la substance spirituelle inconsciente des individus. Le nouveau monde est la communauté sans esprit, au sens de l'esprit vivant dans l'objectif, la communauté sans esprit dans laquelle les individus vivent selon leur être pour soi singulier et valent eux-mêmes comme essence autonome et comme substance individuelle. L'universel fragmenté en atomes, éparpillé dans l'absolue multiplicité des individus, cet esprit mort est une égalité dans laquelle tous valent comme chacun, comme personne. La loi d'en bas, celle de l'inconscient familial, n'est plus cachée, elle est passée dans l'effectif. Ce singulier-ci, qui n'était reconnu comme Polynice au temps de la cité que comme esprit mort, privé du soi, sort de son ineffectivité. Son effectivité consiste à être un soi négatif, tous les individus n'étant soi que par la négation de tous les autres. D'autre part, les puissances du monde éthique, pour s'être confiées en vue de leur sauvegarde à la force et à la chance, ont cédé la place à la puissance du destin vide. Et cette nécessité du destin vide n'est autre, dit Hegel, que l'ego de la conscience de soi. Toutes les valeurs du monde éthique sont passées dans l'indépendance de la conscience de soi. Or, telle était, à l'époque de l'Empire, la conscience de soi du stoïcien. Elle consistait dans les entretiens d'Arien, dans la proairesis, c'est-à-dire je suis tel que je me pose, libre de tout ce qui ne dépend pas de moi. Je suis la pure pensée de l'indépendance. Les stoïciens n'ont pas d'autre, disons, dimension que cette conscience de soi qui conduit à la forme abstraite de l'état de droit, l'indépendance privée d'esprit commun. Avec sa fuite hors de l'effectivité, une telle conscience atteignait seulement la pensée de l'indépendance. Elle est absolument pour soi, en tant qu'elle n'attache son essence à aucun être là déterminé, mais prétend abandonner tout être là, elle ne se pose soi-même que dans l'unité de la pensée pure. Et puis peut-être, disant à son maître, tu continues à me frapper, tu vas me casser la jambe, mais à la fin, je vous l'avais bien dit, vous la casseriez. Mais puis peut-être n'est pas là. Il n'est pas, disons, il est hors de sa condition d'esclave. Et dans la pure pensée de l'indépendance, ce que dans de nombreuses familles russes contemporaines était appelé l'évasion intérieure. Donc, de la même manière, le droit de la personne, qui est fondamental, un des moments fondamentaux du droit romain, qui ne connaît que des res, des actionnaires et des personnes. Eh bien, le droit de la personne n'est pas attaché à un être là, plus riche ou plus pauvre.
de l'individu comme tel, ni encore un esprit vivant universel, mais plutôt au pur un de son effectivité abstraite en tant que conscience de soi en général. Mais est-il possible de maintenir cette pure idéalité de la personne quand la Terre tourne, quand elle bouge sous les pas de l'individu, et quand par ailleurs il doit se comporter à l'étang selon des attitudes déterminées, fondées dans une situation éprouvée au milieu de tous les temps et sur une tonalité particulière. La conscience stoïque, dès lors, passe dans la conscience sceptique. Oui, pourquoi? Parce que il apparaît que cette conscience abstraite de soi garantie dans le droit n'assume pas la diversité, le hasard, la contingence de son propre contenu. Et le stoïcisme est une pensée qui, elle, erre d'une contingence à l'autre, contingence de l'être comme contingence de la pensée, qui tantôt les résout dans l'indépendance absolue, tantôt dissout cette indépendance dans la dépendance totale. Elle ne vit que de ce jeu contradictoire. Pareillement, dit Hegel, la dépendance personnelle du droit est plutôt cette égale conclusion universelle et mutuelle dissolution. Ce qui a validité comme essence absolue, c'est la conscience de soi, en effet, comme le pur et vide un de la personne. Et en regard de cette unité vide, le contenu est laissé dans un désordre, une contingence totale. Alors, on peut dire, cette fois, que être là contingent, que ne rassemble pas effectivement ce titre de personne de droit, la personne, le droit qui a fait d'elle, disons, cette individualité abstraite, consiste essentiellement en quoi? C'est là que nous retrouvons à la fois les restes et les personnées. Il se trouve dans une substance multiforme et éparse, la possession, et lui imprime cette universalité abstraite par quoi elle est dite propriété. L'effectivité ainsi déterminée n'est pas apparence comme dans le scepticisme, puisqu'elle a obtenu dans le droit une valeur positive, effective, en acte, mais une valeur qui laisse hors dehors d'elle tout le contenu, toutes les significations internes ou externes de cet individu, car cette effectivité mienne n'est, si j'ose dire, mienne qu'en général, sous le signe de la catégorie. Et on peut dire que sa validité reconnue comme effective repose sur la reconnaissance de la pure pensée, sans prise sur une réalité. La conscience du droit fait donc l'expérience de son manque de réalité, de son inessentialité. C'est pourquoi le titre de personne est une marque de mépris. Or, ce moment, son homologue, là où l'homme est en représentation de soi-même et, disons, de toutes ses fins et de tous ses principes. C'est-à-dire dans le passage de la tragédie à la comédie. Les deux masques diffèrent. La tragédie présente un conflit de deux puissances en lesquelles se divise la substance éthique. D'un côté la loi divine, Antigone, de l'autre la loi humaine, Créon. D'un côté la loi de la parenté du sang et le droit maternel, et de l'autre côté la loi de l'alliance et le droit paternel. C'est tout le thème de l'Orestie. Or, ces présences, ces puissances sont incarnées dans les héros tragiques, et le masque qui le désigne est le reflet de l'une ou l'autre de ces puissances qui transcendent le héros lui-même.
On peut dire que l'auteur n'est que le porteur du masque, dont la résonance suprême, la sonorité est le timbre purement contingent de la voix individuelle. Tout autre est le masque comique, dans son expression mère, qui est celle des passions humaines, est toujours individualisée. Or, avant tout, dans la comédie, on peut dire que la conscience de soi, qui s'y exprime, se présente comme le destin des dieux. Le destin au sens d'achèvement et de perte. Ces essences élémentaires ces moments universels, ne sont pas en soi, ne sont pas effectifs. Ils sont bien révélés dans la forme de l'individualité, par le masque. Mais celle-ci leur est seulement insufflée, ne concerne pas leur existence en soi et pour soi. Autrement dit, dans le masque comique, il se produit ceci, que toujours périodiquement, l'individu sort de son masque et va parler en quelque sorte pour son compte chaque fois qu'il dit quelque chose de juste, et que le Dieu à ce moment-là devient cette individualité également contingente. De telle façon qu'on peut dire que la comédie est une ironie telle qu'on pourrait l'appeler quelle est la religion du scepticisme. Comme il y a des religions esthétiques dans Hegel, la comédie est vraiment la religion du scepticisme. Ironie à l'égard aussi bien de l'essence naturelle que de l'essence éthique. De l'essence éthique, voyez comment le démos, qui est la masse universelle, qui se sent elle-même comme maître et régent du monde, comme entendement et intelligence auquel on doit le respect, se contorsionne sur la scène et se dupe avec la particularité de son effectivité, qui est celle d'un individu, et entre la contradiction entre l'opinion de soi-même et son être réel tel qu'il se présente, de sa nécessité et de sa contingence, de son universalité et de sa vulgarité. Par conséquent, le soi singulier est la forme négative dans laquelle les dieux disparaissent. La comédie, donc, ironie à l'égard aussi de la nature. Voyez comment, de la nature, elle fait ses accessoires, des objets de sa consommation, et le mystère du pain et du vin, il devient réductible à la bouffe. Donc, abstraction, seulement voilà, la chose ne se laisse pas faire. Et ici, l'ironie ne peut rien contre ce qu'il y a de primaire, de primordial dans une chose, telle que la présente Schelling dans le premier aphorisme de la nature. Le simple être là, sans égard à son genre et à sa forme, apparaît nécessairement à quiconque le regarde ainsi comme un monstre et un miracle, et il remplit l'esprit d'étonnement. C'est cette remarque du pur être là qui, dans le pressentiment les plus précoces, a frappé les esprits et les a précipités dans une sorte d'horreur sacrée. Une horreur sacrée. C'est le mysterium tremendum luminosum par lequel Rudolf Otto définit le sacré. Et, en effet, réfléchissez à ce que la chose, dans le premier contact, un peu comme la racine dans le parc du Havre,
savez, donc, que Sartre, en quelque sorte, fait comparaître dans la nausée, au début de la nausée, c'est en trop. Et en effet, cet être, cette chose impénétrable, si vous regardez comment cette chose-ci, cette coïncidence de l'être là et de l'être ainsi, qui nous déborde, qui est injustifiable même, qui est le miracle et qui est le monstre, et qui est un monstre est avertisseur. Ce que von Weizsäcker a nommé Grundverhältnis, le rapport au fondement, dans lequel le vivant se meut sans le connaître, se trouve retranché dans le scepticisme et dans la comédie. Mais alors subsiste le fond, un fond dont il n'est pas possible de dire ni qu'il est ni qu'il n'est pas, parce que sans la transcendance d'une existence il existe, il n'est pas en situation de s'advenir. Le fond est en soi qui justement n'est pas en lui-même. Cet état de choses n'est pas un état d'être. Or, nous la retrouvons en l'homme, sous une forme qui mériterait d'être analysée avec plus de profondeur, la bêtise. La bêtise est profonde de toute la distance qu'elle ne parvient pas à traverser. Elle est toute différente de la sottise, même de la stupidité. Or, elle règne là où il n'y a personne. Dans des situations administratives, bureaucratiques, fonctionnelles, placées sous la juridiction de personnages qui forment une assemblée de masses, de noms, de titres, où il est impossible de découvrir quelqu'un, et où celui qui est en quête de quelqu'un trouve, au lieu d'un répondant, un répondeur. Si la bestialité est la déchéance en l'homme de l'animalité, la bêtise est la déchéance en l'homme de l'occultation de la bête dans ce qui existe avec elle, par elle et pour elle. Elle sait la peur, le désir, la menace, sans se savoir elle-même en eux. La bêtise est, pour parler avec Heidegger, dans une de ses œuvres de 1922, la substitution du sich benehmen au lieu et place du sich verhalten. Disons que la substitution d'une sorte d'includence sans rupture et sans franchissement à toutes les façons de se comporter à l'état. Aussi a-t-elle cette puissance d'un en soi, sans soi, quelque chose de sacré, au sens toujours du mysterium tremendum, au sens de l'idolâtrie, tournée vers l'inintelligence toute puissante, celle du maître absolu, opaque comme la mort, et d'où tout peut sortir. La Benommenheit de l'homme, engourdi en lui-même, qui n'est pas un soi, se manifeste par une circularité sans rupture, semblable au cercle que forment ensemble l'animal et sa proie, là où il n'y a pas d'hiatus, de faille, d'état critique, dans l'ouverture desquels il se fait être. Je dirais dans l'ouverture desquels il lui faut s'être ou s'anéantir. Sans faille, il n'y a pas de mise en demeure même. Or, dans la bêtise, il n'y a pas de mise en demeure même. Quand on dit de quelqu'un qui est bête, on signifie par là qu'il ne comprend rien, qu'il ne s'entend à rien, qu'il est absolument incapable de ce qui s'appelle comprendre. Alors, faisons bien attention à ce que veut dire comprendre. Le comprendre est une façon éminente et originaire d'être le là,
de ce dont il retourne et de quoi il revient. Le là de ce qui se manifeste. Ici, comme partout, et ce partout est toujours ici, on voit que le plus simple est le plus inaccessible, puisqu'on ne peut pas l'atteindre à partir d'autre chose. On est sans base de départ. Il faut en quelque sorte y être arrivé sans être jamais parti. Apparaître, c'est se manifester en soi-même dans l'ouvert. Se manifester tel qu'en soi-même, c'est s'ouvrir. Et c'est en même temps surgir dans l'ouvert. Et les deux sont un. Ce paradoxe s'éclaire dans et par l'apparaître de cet étant singulier, pour lequel il y va de son être dans cet être même, et qui est moi. C'est le même pour lui de s'ouvrir en lui-même à soi et de s'ouvrir à l'ouvert. Sa manifestation se produit dans l'ouvert, dans la mesure où lui se produit en elle. Il s'ouvre en elle, comme elle s'ouvre en lui, et cela s'appelle exister. Exister, c'est avoir sa tenue hors de toute contenance. C'est tenir l'être, et non pas la pose, hors de soi, en avant de soi, en soi plus avant, selon l'expression d'André Dubouchet. L'existence est cette ouverture qui la déborde et qui en même temps est impliquée en elle. Dans cette ouverture à soi, que Heidegger nomme justement comprendre. Le comprendre est la vue que l'être là, plus exactement, l'être, le là, a sur lui-même. Et lui-même c'est tout. Mais être le là dans cette ouverture, sans limite assignable, c'est être sa propre possibilité. Aussi le comprendre perce-t-il en effet jusqu'aux possibilités. Pourquoi? Parce qu'il a la structure du projet. Du projet, non pas de tel ou tel projet que c'est en particulier que je fais maintenant, mais de ce projet primordial et qui fait que où que je sois et quoi que je sois, je m'entends toujours à ce que je suis d'une façon qui me met en cause parce que c'est moi qui nécessairement a mis cette possibilité en jeu et en cause. Or là où le comprendre fait défaut, fait aussi défaut la dimension fondamentale de la présence comme être là, et dont l'être consiste à être le là. Privé de ce pouvoir, à dessein de quoi la présence comme telle existe, et transcende en l'assumant sa propre facticité. L'état en question est une facticité alors inauthentique, c'est-à-dire impropre, qui n'est pas propre à moi, que je n'ai pas assumé, en la pénétrant de ma, je dirais, de l'instauration même de ma propre possibilité. Donc cette facticité est intégralement livrée à la contingence de l'état, dont elle fait partie, à titre d'individu, et d'individu contingent. Sa pure objectivité dans une injustification absolue. Et je prends le terme au sens où Luther le prenait dans ses thèses les plus fondamentales. Il n'a ni raison ni sens d'être. Il n'est en réalité et en vérité personne. Là où le comprendre fait défaut, fait donc défaut de cette dimension constitutive de la présence comme telle, disons, qui ne l'est comme telle qu'à ce pouvoir elle-même. Scott disait du schizophrène que précisément il est pu
Et il ne se peut pas, réfléchissez, que être Or, la présence. Heidegger dit d'elle deux choses. Que son essence est existence, et que l'air dont il y va pour cet étang en son aide, duquel il y va pour cet étang chaque fois, est à chaque fois bien. Or, l'advocation de la présence, conformément au caractère, disons, de bienneté, est déjà inclus, dit Heidegger, dans ses expressions personnelles, je suis tout. Cela veut dire que cette bienneté n'est pas celle de la catégorie, mais qu'elle est originaire, et qu'elle est à la source de toute catégorie. Comme la possibilité au sens de pouvoir être propre, n'est pas l'idée logique de possible et la précède. C'est ici que Heidegger est sous la dépendance totale de Kierkegaard. L'idée du pouvoir-être de Heidegger dérive de l'idée de possibilité de Kierkegaard, qui est, quand il s'agit de cette présence que je suis, d'un degré de dignité supérieure à l'effectivité et à la nécessité. Or, cette nienté n'est pas non plus une propriété attenante à la présence. Elle est fondée dans l'ouverture par elle et en elle de sa propre possibilité. La présence seule a sens, et seule nous donne le sens du sens, c'est-à-dire être à dessein de soi. Vous ne pouvez pas trouver d'autre départ pour l'idée de sens que là où elle se trouve constituée avec le sens même, est à dessein de soi. Même pas en vue d'eux, à dessein de soi, d'un soi qui n'est pas donné, d'un soi qui n'est pas non plus visé, d'un soi qui est en suspens, comme, disons, dans l'enjambée d'un arc sans retomber. Or, la présence seule, par conséquent à sens, en tant qu'elle est à dessein de son pouvoir-être, dans l'ouverture duquel elle s'entend à soi, se comprend. Alors seulement il est question de la personne. Son comprendre perce jusqu'aux possibilités, parce que, dit Heidegger, il est la structure du projet. Qu'est-ce qu'un projet? Tout le sens du mot Entwurf, Entwerfen, dit Heidegger, réside dans le préfixe Ent, qui marque un arrachement et un emportement au loin de soi, et qui n'emporte pas le projetant dans le réel, qui ne l'emporte pas dans le possible, mais dit-il qu'il emporte dans le possible, qui rend possible, dans la possibilisation. La personne provient et consiste de la possibilisation de l'individu, et qu'il ne peut avoir lieu qu'à partir d'elle, dans son ouverture même en tant que pouvoir. Seule la personne s'entend elle-même. Maintenant, je pose la question, vous voyez ce que cela signifie, une effectivité simple, pure, injustifiée.
ne peut même pas être dite réelle. Elle n'est réelle que si elle est fondée en possibilité. Et la possibilité ici, c'est celle justement de la présence en tant qu'être au monde à dessein du soi, en tant qu'existence. C'est pourquoi l'être se révèle comme existence. Et c'est la justification de l'effectif qui le fait réel. Hegel disait c'est le concept, Heidegger dit c'est le projet. Eh bien, en somme, l'individu n'accède à la réalité que par là. Et la personne est l'individu qui a dépassé, en l'assumant, son effectivité, et qui n'est pas réduit, par conséquent, à la position stoïcienne, à la pensée de la pure indépendance, qui a laissé hors d'elle toute la contingence. Ici, au contraire, ce pouvoir assume toute la contingence, alors prend un sens, la formule, deviens ce que tu es. Mais tu ne l'es qu'à le devenir par toi, en te faisant ta propre possibilité. Alors, est-ce que l'idée, pas l'idée, puisque le projet suffit à fonder la personne? Il y a d'abord un élément de trouble qui surgit, qui est la présence de l'autre, des autres. Heidegger dit bien que l'existant ne se voit que pour autant qu'il est devenu pour soi translucide dans son être auprès du monde et dans l'être avec autrui, comme moment constitutif de son existence. Mais l'être avec autrui n'est pas, si j'ose dire, une simple donnée interne, une simple exigence de la personne. Car l'autre, et Lévinas l'a marqué fortement, c'est justement celui que je ne peux pas inventer. Qu'on me dise que les temps soient libérés vers ces possibilités par mon projet, est-ce que cela peut valoir de l'existant qui lui aussi n'est libéré vers ses propres possibilités uniquement par ce qu'il se peut? Ce pouvoir est en quelque sorte la résistance infinie qui est opposée à mes tentatives de réduction de l'autre au même, au seul même que je puisse en quelque sorte définir et qui est à la ressemblance de moi. Donc l'altérité est ici une limitation au projet. Et par suite, disons, nous voyons qu'ailleurs, que bien plus souvent qu'en nous, la présence se montre à nous hors de nous. Quand la présence d'autrui, de cet autre-ci nous retient à elle, elle apparaît elle-même comme un mystère de son secret, de son intimité, de sa liberté, qui se décèle en son recel. Et tel que ce n'est pas un mysterium tremendum, luminosum, ce n'est pas un mystère qui fait trembler, il est dans notre tremble. Et cet autre n'est pas un exemplaire de la catégorie d'autrui, il est quelqu'un qui ne s'invente pas et qui se manifeste, non pas comme persona au sens latin, mais comme prosopon au sens grec. Car prosopon, dans Homère, ça veut dire visage, veut dire face. Même ultérieurement, kataprosopon veut dire de front, de face, en opposition à katakeras, de front, de flanc, en langage militaire. Et ce n'est que presque furtivement qu'il prend le sens de la persona latine, et presque pour la traduire. Et on peut dire que le sens de regard,
ce sens de visage se maintient tout au long. C'est finalement le sens qu'il a, mettons, dans l'époque, dans la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, et qu'il a encore plus tardivement, par exemple, dans les homélies du pseudo-Macaire, où le prosopone est le visage, est le double visage. Le visage, disons, de la souffrance, les stigmates de la passion, et le visage, disons, de la gloire de la lumière. Et vous voyez qu'il est en somme visage éclairant, qui ne doit pas nous surprendre. Voyez comment le mot est formé. Pros, donc la direction vers la lumière. Et opon. Opon s'apparente au parfait 10 secondes opopa, de morao, voir, qui est naturellement bien antérieur à eovaka, c'est-à-dire au parfait dit premier et refait. Et le visage et le regard sont indissociables. On ne voit pas seulement avec les yeux, et on n'est pas vu surtout seulement. Vous savez, Merleau-Ponty dit que le regard, la vue du regard ne pose pas la couleur des yeux. Mais, voyez, dans tout l'art de la sculpture, d'où émane le visage, et par quoi est constitué le regard? Par toutes les surfaces de la face jusqu'à l'épaule. Et il est absolument livré par la manière dont il diffuse la lumière. Or, que le projet ne puisse pas rendre compte d'un pareil visage, nous en faisons l'expérience. Même le nôtre, dans l'expérience du miroir. L'expérience du miroir, de l'adulte au miroir, n'est pas celle de l'enfant, décrite par Lacan, ni celle de la femme à sa toilette, décrite par Buitenweg. Non. Bon, l'enfant rentre dans cette mimique, cette gesticulation gratifiante. Et la femme à son miroir, disons, peut-être ne regarde moins elle-même que les propres possibilités de sa forme, de son visage. Et comme ça, marginalement, elle cherche plutôt, disons, à s'ajuster à elle qu'à ajuster sa vision à soi. Mais un homme, prenez un homme au miroir. Bon, peut-être au miroir pour se raser, alors il est un peu comme la femme à sa toilette, il est pris dans le chaîne d'immanence de son jeu. Mais s'il savait, et ça il se passe quelque chose d'inquiétant qui se voit. Et d'où vient le malaise? Tout à fait analogue au malaise que nous éprouvons devant le même mot que nous prononçons une vingtaine de fois de suite à vide. Ce mot articulé n'est plus articulant. C'est un monstre. C'est pourquoi nous n'éprouvons pas le même malaise devant un son, parce qu'il n'est pas articulé, comme le mot. Oh, mais voilà, il cesse d'être articulé. Eh bien, ce visage, le mien, qui justement, dans sa configuration, n'articule plus rien. Il lui manque, justement, cette possibilité, je ne suis plus un projet. Ce n'est pas du tout parce que je me vois comme les autres me voient, comme on le raconte dans une objectivité d'autrui. Il n'y a pas besoin de faire appel à l'autre pour cela, mais simplement se voyant dans sa fixité, dans son entre, dans son injustification, exactement, dans une effectivité dont j'éprouve qu'elle ne m'est pas propre, et que pourtant elle m'est imposée. Mais il y a une autre façon qui se produit quelquefois. Quand brusquement, c'est mon regard que je surprends. Alors là, c'est une autre chose, n'est-ce pas, c'est un tout autre phénomène, mais qui ici va se produire. Ce n'est plus celle de la transcendance enlysée, mais c'est la découverte de l'autre de moi.
cet autre de moi qui échappe à tout projet, à l'égard duquel je ne peux être que réceptif. Et alors, il y a bien là, dans cette inquiétude, de l'altérité, quelque chose de moi que je ne peux pas inventer, qui devra s'inventer lui-même, c'est-à-dire que je ne, disons que m'appelle vaguement à ce que je ne suis pas, c'est-à-dire m'appelle à elle. Donc, cette forme de transcendance relève de la passivité et pas de l'activité. Il ne s'agit plus du transpossible du projet bien compris, mais de ce que j'appelle le transpassif. Comme autrefois, les successeurs d'Aristote opposaient le nous poietikos au nous pathétikos, c'est-à-dire l'esprit créateur agissant à l'esprit subissant et réceptif. Eh bien, mais ce qui est justement ici le plus important, c'est le trans. Au-delà de toute passivité. C'est-à-dire que je ne peux absolument pas anticiper ce qui réellement m'arrive quand le moment est arrivé. C'est-à-dire ce qui est l'essence même de l'événement. L'événement n'est pas dans le monde. L'événement ouvre le monde. On le voit bien à propos de certains événements, comme, disons, je prends toujours un exemple plus net, phénomène de l'expression. Dans l'éclatement d'une schizophrénie, comme chez un urbain ou chez un malade de cour, je prenais une jeune fille devenue schizophrène. À un moment, elle était à table avec la famille, on entend un coup de fusil au premier étage, c'est la chambre du frère. On monte, on voit la tête éclatée d'un coup de fusil, elle le regarde, ensuite on descend en bas, et en attendant le médecin légiste, elle soulève le voile et le voit. Or, c'est pas du tout ça qui est à l'origine de sa schizophrénie. C'est l'expression du visage du père au moment du coup de fusil. C'est-à-dire, comme Suzanne Urban, c'est l'expression du visage de l'urologue. Et par conséquent, l'expression a dévoré le monde entier. Par l'émancipation du thème, c'est ça, c'est parce qu'elle n'est pas thématique, justement. L'expression elle n'est pas thématisable, elle a, de plus en plus, elle est devenue l'archtimund intégral du monde de l'une comme de l'autre. Elle a été l'événement qui a ouvert un nouveau monde. Le monde de cette fois, disons, du schizophrène. Mais cela est vrai aussi de tout événement. Et en particulier de cet événement qui est une rencontre. Supposez que vous attendez un être cher à la gare ou à l'aérodrome, vous attendez à lui. Vous voyez déjà ce que ça veut dire. C'est vous attendez, je m'attends à. Je m'attends à l'avenir. C'est-à-dire que quand ça se produira, je serai en présence d'un futur passé. Et si, justement, seule la personne qui arrive répond à votre attente, vous êtes déçu. Il vous manque la surprise, qui excède toute prise, et qui est la marque même de la réalité. Ça, je ne peux pas voir. Mais, en effet, c'est ce qu'on ne peut pas attendre, ce qu'on n'attend pas. C'est le moment hors d'attente. Or, l'événement c'est la rencontre, n'est réel que dans le hors d'attente, pas du tout sous l'horizon du projet. Mais l'horizon, dit Heidegger, c'est en ce sens le côté tourné vers nous de la libretton. Je préfère dire que c'est le côté tourné vers nous du hors d'attente. Et du hors d'attente qui crée l'attente dans le moment même où il la compte. Vous voyez, on peut dire qu'elle n'était pas possible, cette attente, avant
ce moment où l'apparition vient la fonder. Or, nous retrouvons ici tout ce que von Weizsäcker et Strauss ont dit du pathé. Von Weizsäcker dit le pathé, il y a deux caractères fondamentaux, il est de l'ordre du sublime et il est personnel. Il dit donc la personne a la réceptivité du pathé. De la même manière, Strauss dit je ne deviens qu'en tant que quelque chose m'arrive. Quelque chose ne m'arrive, mais n'arrive qu'en tant que je deviens. Voyez, cela veut dire que déjà, le sentiment est, pour parler avec quelques larmes, non tellement de l'ordre esthétique que de l'ordre éthique. L'esthétique, c'est persévérer dans le même, est à la recherche du même. L'esthétique, c'est le devenir. Or, l'événement, la rencontre, même le sentir dans l'étonnement que nous arrivons quelquefois, est bien toujours de l'ordre de la surprise, et qui me fait de devenir autre, l'événement est transformateur. Je ne perçois l'événement que par une transformation. Et une transformation en profondeur de ma personne qui... Or, où est-ce que la rencontre par excellence, c'est bien sûr la rencontre avec l'autre. Et l'autre, en tant que personne, ne peut pas être mis à découvert. Il se révèle ou il ne se révèle pas. Il est même l'acmé de la manifestation. Il s'ouvre en soi dans la déchirure de son opacité et se montre dans l'ouvert qui est en quelque sorte, qui est vraiment le jour de la déchirure. Mais, disons, l'autre n'apparaît dans la forme dans la réalité de son visage, que dans le regard d'un autre, non pas sous le regard, dans. Il y a deux regards qui manquent l'autre. Il y a le regard par en dessous, du pot, comme les peignes, mais il y a aussi, c'est le nom d'hypocrite, qui est de l'acteur. Et regarder quelqu'un par en dessous, c'est disons, en tracer un profil, c'est réduire cette infinité qu'il est, et y compris sa liberté, à la circonscription d'une limite qui l'enveloppe et lui permet de le prendre. Et ça, je l'ai manqué. Et finalement, vous voyez, c'est le principe de la caricature, qui est de ramener l'infinité de la personne dans la finitude d'un contour qui l'enferme et qui lui permet la possession. Puis il y a une autre façon. Lévinas dit la présence, le visage de l'autre m'enveloppe, me surplombe de toutes parts. Il est vraiment sa transcendance, puisqu'il est celui que je ne peux pas inventer. Et par conséquent, à peine puis-je, de temps à autre, essayer de m'envisager à lui, mais je ne le prends pas sous cette forme, je pense sous la forme maintenant de celui qui regarde. Un regard qui vient de nulle part, et qui ne va nulle part, qui traverse l'eau, qui tend en quelque sorte le réseau dans lequel il doit prendre part. C'est un regard qui ne le rencontrera jamais, pas plus que le premier, pas plus que le regard qui fait rencontre. En d'autres termes, l'épiphanie de l'autre, du visage de l'autre, est toujours liée à l'autophanie de celui qui regarde. Et les deux sont dans la même situation. C'est à peu près ce que dans une très belle étude, le regard de l'amitié, qui figure dans son livre La Voix nue,
Jean-Louis Chrétien, qui, de tous les jeunes philosophes, ceci me semble à la fois le plus juste et le plus pur, les présente admirablement, et notamment l'idée que rencontrer n'est pas se donner. On dit souvent bien qu'on se donne à l'autre, c'est appel à la générosité. Mais finalement, on s'y retrouve un peu trop. On se donne. Tout ceci est une forme du guide, donc poison. L'autre est engagé, et par conséquent, je me donne cette supériorité. Au fond, le regard ne donne rien. Je dirais même aussi, il donne ce qu'il n'a pas. Il donne l'autre à l'autre. Voyez le regard du pardon, qui n'est ni de reproche, ni, disons, de commisération. C'est simplement un regard sur l'être de l'autre qui lui ouvre l'espace, disons, de son être possible, l'espace dans lequel il pourra être sans, et non pas simplement être attaché à son acte, mais, disons, est intégralement, et surtout, dans le regard de l'amitié, il s'attache à un être, pas à une essence possible. Et il s'attache à un être dans la joie qu'il soit et que je sois. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe, je vais prendre un exemple dans la sculpture. Il y a au musée Guimet de Paris les têtes khmères d'Angkor Wat de la période du Bali. De ces visages, la lumière irradie. Et en même temps, elle s'intériorise. Il y a intériorisation et émanation de mouvements contraires. Je dirais la même chose d'ailleurs d'une tête d'idole cyclamique, bien que ce soit tout différent. Mais c'est vrai de toute sculpture. Mais il n'y a de sculpture que primitive. La sculpture ne consiste pas à façonner un volume. Elle consiste à amener une masse à elle-même. Je dirais, je prendrais volontiers ici la formule d'Aristote, de l'amener à son état d'énergeia. Elle a révélé elle-même, c'est vrai, par exemple, de statues presque de simples menhirs, c'est vrai aussi de figures d'ancêtres océaniens. Brusquement, on est devant un être, parce qu'il est en expansion et, disons, en contraction, exactement, en diastole et en systole. Or, ce qui se produit à la surface et qui fait qu'elle n'est pas une surface, et où la notion d'interface est impuissante, c'est qu'il y a une mutation, il y a une substitution intégrale de l'émanation est réciproque, de l'émanation et de l'intériorisation. Or, où ces deux contraires peuvent-ils se substituer intégralement l'un à l'autre dans ce phénomène que les Chinois appellent la mutation, et dont la caractéristique la plus fondamentale, c'est qu'elle exige le vide. Le yin et le yang ne s'échangent dans l'unité intégrale de l'un que par le vide. Mais il faut bien comprendre que justement, ceci est lié à la formule naturellement taoïste, à savoir que 30 rayons à fleur au moyeu de la roue, mais c'est le vide du moyeu qui fait avancer le char, etc. Mais ce vide, ce roue, ou ce chu, ou ce roue qui veut dire rien, est
ce moment où nous saisissons l'aurore d'un visage, c'est-à-dire sa mise en vue, beaucoup plus importante, je dirais presque, que ce qui va être mis en vue. Or, il me paraît faire un écho à un moment de la pensée de Winnicott, lorsqu'il parle que, disons, le Pontalis, dans son introduction à la traduction de Jeu et réalité, le souligne, il y a quelque chose de tout à fait encore différent du roulement imaginaire, car quelque chose a eu lieu qui n'a pas de lieu psychique. Voilà, ce vide avec lequel, qui est primordial en chacun, et qui me paraît ici, justement, en conjonction avec cette notion première du vide et du rien chinois, duquel sort l'air, duquel sort les nébules. Alors, c'est cette, voilà, l'autophanie manifeste que l'être se manifeste. C'est l'être, il n'y a d'apparaître que de l'être. Apparaître être, toute l'esthétique montre que les deux sont absolument le même, est également auto-signifiant. Mais à plus forte raison, dirais-je, quand j'ai affaire à l'autre, dont la révélation n'est possible que comme prosopon, comme visage, donné dans mon regard, moi visage, donné dans le regard, et donc tous les deux, chacun l'être de l'autre, non seulement le laisse faire, mais il donne justement ce qu'il n'a pas, soit ce que donne ce qu'il n'a pas, et qui, puisqu'il ne peut sortir que du rien. Si bien que, pour conclure, je dirais que la notion de personne me paraît devoir condenser ces deux fragments d'Héraclite. Je me suis cherché moi-même, un second. S'il n'espère pas, il ne rencontrera pas l'inespérable, lequel est incherchable et sans chemin d'accès. C'est-à-dire le café est prévu pour midi maintenant.